Bonjour, je m'appelle Nicolas Gouma, je suis responsable des formations chez Better Study et je fais partie de l'équipe des formateurs depuis maintenant plus de 7 ans. Nous allons aborder ensemble deux indicateurs financiers importants qui sont cités dans cet article, c'est l'EBIT et l'EBITDA. L'EBIT en anglais ça veut dire Earnings Before Interest and Taxes, en français le résultat avant les intérêts, donc avant la charge d'intérêt et avant les impôts. Pour l'EBITDA, en anglais, ça veut dire Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ce qui veut dire en français que c'est le résultat avant les intérêts, avant les impôts, avant les dépréciations et les amortissements. Petite parenthèse par rapport à ces deux termes. Donc, l'amortissement, c'est une charge qui est planifiée sur la durée pour constater la perte de valeur d'un actif, alors que la dépréciation, c'est une charge que l'on va occasionnellement comptabiliser lorsque l'on se rend compte, par exemple, qu'un actif aurait une valeur moindre que ce qui avait été planifié. Donc, deux éléments différents. Par rapport à l'EBIT maintenant, cette mesure qui tient compte d'un résultat avant les intérêts et les taxes, elle va être très utile pour comparer des sociétés qui sont euh, financées différemment. Par exemple, une société qui, elle, aurait beaucoup de fonds étrangers pour financer son activité, elle aura bien sûr des charges d'intérêt qui seront aussi en conséquence. Difficile de comparer par rapport à une société qui, elle, ne se finance que par les fonds propres, qui n'aura, elle, de son côté, pas du tout de charge d'intérêt. Donc, comparabilité un peu meilleure par rapport au type de financement, fonds propres ou fonds étrangers de chaque société. Ensuite, par rapport à l'impôt, on sait que même en Suisse, on a des impositions qui sont différentes. Par exemple, à Zug, vous avez un impôt de la société en 2023 qui est presque de 12%, alors que sur le canton de Berne, le canton le plus élevé en 2023, l'imposition va être de 21%. Il en va de même pour les différents pays. En Suisse, on est à une moyenne de, en 2023, 16,3%. En Irlande, on est à 12,5%. En France, à 25%, alors qu'en Allemagne, qui occupe le haut du classement de l'imposition de l'OCDE, on est à 36%. Donc le fait d'exclure ces éléments-là va permettre de comparer le résultat de sociétés, peu importe le type de financement qu'elles ont ou la zone géographique dans laquelle elles se trouvent. Comment est-ce que l'on va maintenant calculer cet EBIT, ce résultat avant impôts et taxes, avant intérêts et taxes? Eh bien, on va prendre en compte des résultats ici simplifiés et on va uniquement prendre en compte les éléments avant ces éléments-là, donc les charges financières. Si on regarde dans le tableau plus bas ici, donc on aura, si on part du chiffre d'affaires, on va soustraire toutes les charges jusqu'aux amortissements, mais sans tenir compte des charges et produits financiers pour autant qu'il y en ait, des résultats hors exploitation ou hors période, ainsi que de la charge d'impôt. Donc on va vraiment avoir ici un résultat d'exploitation qui ne tiendra pas compte des intérêts, de la dette et de l'éventuel hors exploitation présent. On peut aussi calculer cet EBIT en partant du résultat et en ajoutant les charges que l'on ne veut pas prendre en compte dans le résultat, soit les charges d'intérêt, les charges d'impôt, les charges exceptionnelles ou hors période, et on va diminuer, à l'inverse, pour autant qu'il y en ait, les produits des intérêts, les produits financiers éventuels et les produits hors exploitation ou exceptionnels. Donc, on va arriver exactement au même résultat. Donc, deux méthodes pour calculer cet EBIT. Qu'en est-il maintenant de la mesure de l'EBITDA, donc le résultat avant intérêt, taxes, dépréciation, amortisation? Eh bien, c'est quasiment la même chose que l'EBIT, sauf que là, on va exclure la partie amortissement et dépréciation. Donc, on va partir du chiffre d'affaires, on va enlever toutes les charges, sauf celles qui concernent les amortissements. Donc, on aura un résultat, l'EBITDA, qui ne tient pas compte des éléments comme l'EBIT, mais en sus, on va ne pas prendre en compte l'amortissement. On peut là aussi partir du résultat, ajouter toutes les charges qui ne sont pas prises en compte, que l'on ne veut pas voir dans le résultat, soit charges d'impôt, charges d'intérêt, charges d'amortissement, et on n'oublie pas s'il y a des produits qui sont liés, produits financiers, produits hors exploitation, on va ceux-là les diminuer pour qu'ils n'apparaissent pas dans le résultat. On va arriver d'une manière ou d'une autre avec ces calculs à un résultat à l'EBITDA. L'EBITDA, c'est un élément intéressant parce qu'il ne tient pas compte finalement
de l'amortissement de la société. Il ne tient pas compte de la structure de l'actif par rapport aux charges. C'est un élément qui est parfois comparé aussi au cash flow, puisqu'on ne tient pas compte de l'amortissement, qui est une charge non monétaire. Mais cette approche est, à mon avis, pas tout à fait pertinente, parce que le cash flow d'exploitation qui est généré par l'entreprise devrait aussi normalement tenir compte des variations de certains postes au bilan. Par exemple, un poste de créance client, de dette fournisseur ou de stock a un impact sur l'exercice en cours au niveau de la liquidité. Si vous avez 500 000 francs de créance client ouverte au 1 du 1 et qu'au 31 du 12, vous avez plus que 100 000 francs d'ouvert de créance client, c'est-à-dire que vous aurez reçu 400 000 francs supplémentaires dans le cash flow. Donc, votre activité d'exploitation aura généré 400 000 francs de plus au niveau de la liquidité. C'est pourquoi l'EBITDA, qui est parfois comparé au cash flow, n'est pas tout à fait correct. Pour résumer un peu la situation, donc l'EBIT et l'EBITDA sont intéressants à utiliser parce qu'ils permettent de comparer les différentes sociétés en ne tenant pas compte de certains aspects comme le coût de la dette, les impôts. On peut aussi évaluer la rentabilité avec l'EBIT. L'EBIT, c'est une mesure en tant que telle absolue, c'est un chiffre, mais il sera toujours intéressant de comparer en relation avec quelque chose. Par exemple, on a le Return on Investment, le ROI, le RCI, rentabilité des capitaux investis, qui est la formule de l'EBIT divisé par l'entier des capitaux investis. Cet élément fait aussi partie du calcul de la pyramide du pont. Donc, important lorsque l'on a différents aspects, différents indicateurs financiers, de ne pas juste les prendre de manière absolue, mais aussi de les mettre en relation avec quelque chose d'autre. Par exemple, pour l'EBITDA, on va faire une marge EBITDA. Lorsqu'on parle de marge, on va toujours comparer un élément, un indicateur, avec le chiffre d'affaires. On pourra avoir un pourcentage qui, lui, va donner plus d'informations que juste la valeur absolue de l'EBITDA. Si vous avez deux sociétés qui, une fait 1 milliard de chiffre d'affaires et l'autre en fait 100 millions, eh bien, l'EBITDA, bien sûr, va être beaucoup moindre dans la société qui fait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Par contre, en la mettant en relation avec le chiffre d'affaires, en calculant un pourcentage, on aura un indicateur qui sera beaucoup plus pertinent. On utilise aussi beaucoup l'EBITDA pour la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes. On part du principe que tout ce qui est généré par l'EBITDA est une partie monétaire, donc on va pouvoir la mettre en lien avec la capacité de la société, avant le paiement d'éventuels intérêts sur les dettes, de faire face à ces intérêts, de faire face à d'éventuels remboursements de sa dette. Revenons maintenant sur l'exemple avec chiffre du calcul de l'EBIT. Nous avons ici un compte simplifié du résultat avec un chiffre d'affaires à 10 500 000, différentes charges de personnel, de marchandises, etc. Un résultat de l'exercice à 640 000. Si on veut calculer l'EBIT sur cet élément-là, eh bien, on ne va prendre en compte que la partie hors charge d'intérêt et charge d'impôt et hors exploitation. Donc, on aura un résultat EBIT de 852 000 francs. 852 000 francs ici, au niveau de l'EBIT, qui ne tient donc pas compte des autres éléments. On peut partir de nouveau, comme indiqué précédemment, depuis le résultat, depuis les 640 000, extraire, additionner les charges non prises en compte et soustraire les produits à l'inverse, pour finalement, avec ce calcul, arriver aussi à un résultat de 852 000 francs. Le calcul pour l'EBITDA basé sur ce même exemple de compte de résultat, il est quasiment le même, sauf qu'à ce niveau-là, on ne va pas prendre en compte les charges d'amortissement et de dépréciation, ce qui fait que par rapport aux 852 000 de l'EBIT, on aura les 300 000 francs d'amortissement qui ne rentreront pas en ligne de compte, ce qui fait qu'on aura un EBITDA de 1 152 000. Calcul de nouveau en partant du résultat de 640 000, on ajoute toutes les charges que l'on ne veut pas prendre en compte dans l'EBITDA, on déduit les produits et on arrive de cette méthode que l'on peut appeler indirecte au même résultat de l'EBITDA de 1 152 000. Bien que l'EBITDA soit un indicateur important, il faut quand même tenir compte qu'il ne tient pas, lui,
on compte la partie du CAPEX, c'est-à-dire les dépenses d'investissement pour améliorer, renouveler ou développer son actif, donc dans l'achat de nouvelles machines. Donc cette sortie de liquidité, elle n'est pas prise en compte dans l'EBITDA. Ce qu'il faut aussi dire par rapport à l'EBITDA, c'est que une entreprise qui achète ses propres actifs, elle aura des charges d'amortissement. Dans l'EBITDA, on ne les verra pas puisqu'elles sont exclues. Contrairement à une entreprise qui, elle, utilise un leasing, qui loue tous ses biens, ses machines, ou qui a des loyers, elle, on n'aura pas cet impact qui sera par rapport à l'habitat. Ces charges feront partie, ces charges de leasing et de location feront partie de l'habitat, à l'inverse d'une entreprise qui, elle, a acheté ses actifs, les possède et a des amortissements. Donc, l'habitat, il faut encore mettre un petit bémol, il faut voir la structure encore, il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse de la société pour voir exactement comment est-ce que sont financés les différents actifs. Encore une fois, tous ces éléments, ces indicateurs, ici, l'EBITDA, ils sont à mettre en relation avec d'autres éléments, ils sont à utiliser avec d'autres calculs, avec d'autres ratios pour analyser la société. Donc, l'EBITDA peut être aussi utilisé par rapport au remboursement des dettes, les banques vont l'utiliser. Voilà pour ce qui est de cet article. J'espère que vous aurez eu une bonne lecture et que vous aurez appris un peu plus, on aura appris un peu plus sur ces deux éléments.